Donc, on va commencer avec, là, ici, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va présenter. Donc, c'est quoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'historique, comment ils ont été découverts, les modes d'action. Le mode d'action, je sais que d'habitude, pour une personne ou un patient, il n'y a pas besoin de comprendre le mode d'action, mais pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le mode d'action est tout à fait lié avec les effets secondaires. Donc, quand on comprend le mode d'action, c'est très clair pour nous, c'est quoi les effets secondaires. Euh, et quand est-ce ils peuvent nuire, les types d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, quand les prendre, comment les prendre. Et on va un petit peu parler d'un exemple de complications et quand est-ce qu'il faut consulter lorsqu'on prend des anti-inflammatoires. OK? Donc, c'est quoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Ce sont des médicaments qui soulagent la douleur et qui réduisent l'inflammation. Ils sont aussi utilisés comme qui ils réduisent antipyrétiques, ça veut dire ils réduisent la fièvre en cas de fièvre. Ils peuvent soulager dans les cas de conditions de douleur chroniques. Et ils sont disponibles, donc c'est les médicaments qui sont disponibles sur les tablettes et qui peuvent aussi être prescrits. Comme quoi des exemples, on va voir plus tard des exemples. De qui ça provient? Ben, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va dire que le père de tout euh, ce groupe-là de médicaments, c'est l'acide salicylique qui est l'aspirine. L'aspirine, c'est l'acétyl ou l'acétylsalicylique qui, lui, provient d'origine d'une plante qui fut employé dans les anciens temps, dans le temps d'Hippocrate, dans l'ancienne Égypte, en Chine et par les Amérindiens. La salicyline qui est la plus proche à ce qu'on voit maintenant, qui est l'acétylsalicylique, a été extraite par l'Allemand Johann Andrian en 1828. Ensuite, le pharmacien italien Raphaël Piria, il a, lui, séparé l'acide salicylique. OK? L'acétylsalicylique que nous, on emploie aujourd'hui, par contre, ce n'est pas, il ne provient pas d'une plante, c'est un produit chimique. Mais l'origine de ce produit-là, dans le temps, c'était la plante qui s'appelle Salix alba. Et c'est de là où provient le nom de l'acide salicylique. Il y a plus de 20 types d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont classifiés en 6 groupes, qui sont différents dans leur composition et dans leur dosage, dans leurs effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont euh, plus apparents dans un plus que l'autre. OK? Mais ils travaillent tous de la même façon. Oui, leur mode d'action sont tous de la même façon qu'ils travaillent. Donc, le mode d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens, euh, ça, c'est important à comprendre. Donc, l'acide arachidonique, qui est un composant, un polysaccharide, qui est un composant de la membrane de la cellule, il se transforme durant l'inflammation, il se transforme en prostaglandine et thromboxane par le cyclooxygénase. C'est un enzyme, OK? Cette réaction chimique, elle est inhibée ou elle est diminuée par les anti-inflammatoires.
Il y a le cyclooxygénase 1, pas le cyclooxygénase 1, il y a le prostaglandine et le thromboxane qui est formé et le cyclooxygénase 2, il forme le prostacycline. Les inhibiteurs non sélectifs, donc le groupe pair ou le grand groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui est non sélectif, il inhibite le cyclooxygénase 1 et 2. Et par la suite, il diminue la prostaglandine, le thromboxane et la prostacycline. La prostaglandine, qu'est-ce qu'elle fait? La prostaglandine, elle facilite l'excrétion de l'eau et du sodium. Donc, quand la prostaglandine est diminue, il y a une rétention de l'eau et il y a une rétention du sodium. La prostaglandine aussi est protectrice pour l'estomac. Elle rentre dans la paroi protectrice de l'estomac. Donc, quand la prostaglandine diminue, il y a automatiquement une irritation gastrique. Le thromboxane, qui est formé aussi par le cyclooxygénase 1, il a un effet d'agrégation plaquettaire. Et de là que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ont un effet anti-agrégant, incluant l'aspirine, qui est connu. On sait tous que l'aspirine est utilisée comme anti-agrégant. Donc, c'est à travers cette partie-là de son mode d'action. Le cyclooxygénase 2, lui, il est inhibé soit par les non sélectifs ou les sélectifs. Les sélectifs on appelle les cyclooxygénases 2 sélectifs. C'est comme exemple, je vous donne le Celebrex. OK? Ça, on appelle, c'est un sélectif. Il ne va pas diminuer la prostaglandine, il ne va pas diminuer le thromboxane. Donc, il n'aura pas un effet d'hydratation de l'estomac à une dose normale. Quand c'est une grande dose, il va agir sur les deux. Mais dans les doses prescrites, il ne va pas faire une irritation de l'estomac, il ne va pas faire une rétention de l'eau et son effet va être à travers ou par le biais de la prostacycline, l'inhibition de la prostacycline. Qu'est-ce qu'elle fait la prostacycline? La prostacycline, elle a un effet inflammatoire, vasodilatateur et anti-agrégant. Donc, avec la diminution ou l'inhibition du cyclooxygénase 2, il y a un effet vasoconstricteur, anti-inflammatoire et agrégant. OK? Donc, à l'inverse du restant des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est qui les non sélectifs? C'est qui les sélectifs? Les non sélectifs, c'est comme l'aspirine, l'acétylsalicylique, qui est le père de tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, le naproxène, tout ça, c'est des non sélectifs. Ils agissent donc sur le cyclooxygénase 1, cyclooxygénase 2, puis par la suite, comme on a dit, sur la prostaglandine, le thromboxane et la prostacycline. Les sélectifs, c'est comme le Celebrex, c'est c'est celui qui est présent à présent. Donc, il y a d'autres qui sont beaucoup moins présents, qu'on voit beaucoup moins et qui sont beaucoup moins prescrits. Donc, eux, ils agissent en bloquant le cyclooxygénase 2 seulement. Donc, ça, c'est toute la classification. Je ne pense pas qu'on est là pour qu'on parler de tous les détails, de tous les noms. C'est pas ça ce que je veux faire aujourd'hui, mais juste pour vous donner une idée que c'est plusieurs groupes et donc chaque groupe a son nom, a son caractère et chaque groupe a plus un effet secondaire que l'autre dans un des trois qu'on a dit. Donc l'estomac, les reins, cardiovasculaire et pour l'agrégation.
Les COX-2, les sélectifs, comme on va utiliser le Celebrex, c'est celui qui est le plus employé, il a moins d'effets secondaires gastriques et l'effet cardiaque et rénal est présent, mais c'est moins d'effets secondaires gastriques. Ici, je voulais juste vous faire un petit rappel que l'acétoménophène, le Tylenol ou le paramol, le paracétamol, ce n'est pas un anti-inflammatoire non stéroïdien. L'acétaménophène, c'est un analgésique, un antipyrétique aussi, donc comme les non-stéroïdiens, mais il n'a pas les mêmes effets secondaires. Il n'affecte pas le fonctionnement des plaquettes et il n'a pas l'effet nocif, que ce soit sur l'estomac, les reins, le cœur, l'hypertension. Il n'a pas ces effets secondaires-là. Il peut affecter le foie. Si le foie est affecté, il peut avoir un effet nocif. Si on l'emploie de façon très, très, très élevée et très chronique, il peut élever les enzymes hépatiques, mais ça, c'est réversible. Aussi, je voulais vous faire une petite nuance sur la dose de l'acétaminophène. C'est une molécule qui est très utilisée. Mais je voulais vous clarifier quelque chose, que la dose de l'acétaminophène, pour un adulte de 70 kilos, c'est de 650 mg à 1000 mg. Ça veut dire 500 mg à 1 gramme par dose. Donc, si quelqu'un de 70 mg, il a un mal de tête et qui prend une capsule ou une tablette de 500 mg, l'effet ne va pas être vraiment présent. Il faut prendre deux de 500 mg ou une de 650 mg. Cette dose-là, elle peut être répétée et il y a un maximum de 4000 mg. Pourquoi je parle de l'acétaminophène? Encore une fois, parce que c'est une molécule qui est très employée. Je ne veux pas que vous confondez l'acétaminophène avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que ce sont pas les mêmes effets secondaires. Est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent nuire? Oui, c'est sûr qu'ils peuvent nuire. Donc, on a vu avec le mode d'action. Euh, Si on a un problème d'estomac, si on a une affection, une gastrite ou une maladie cardiaque, un AVC, une maladie rénale, de l'hypertension, parce qu'on a vu que ça affecte le rein et ça affecte aussi la rétention de l'eau. Donc, une hypertension peut être affectée. Si on a une tendance à saigner ou si on a un problème de coagulation. Aussi, dans la grossesse, ce n'est pas conseillé dans le trimestre de prendre des anti-inflammatoires. Il y a aussi une interaction entre beaucoup de molécules et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, si on est déjà un autre médicament avec un médecin, il ne faut pas comme aller prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans revenir à son médecin. Comme quoi les exemples comme la phénotoïne, c'est un médicament qui est parfois employé pour la douleur ou pour les convulsions, mais aussi pour des états psychiques. Les diurétiques en général, si on prend des diurétiques, on ne peut pas prendre les anti-inflammatoires en même temps. Les antihypertenseurs, surtout celui qui utilise la conversion de l'angiotensine, des antipsychotiques comme le lithium, les autres anti-inflammatoires. Parfois, on peut prendre l'aspirine à petite dose comme le cardiologue, il prescrit ça comme anti-agrégant. Puis après ça, on prend un autre anti-inflammatoire. Donc, il y a un effet cumulatif qui peut avoir des effets secondaires.
Aussi, on ne peut pas les prendre avec la chimiothérapie ou si on prend de la cortisone, qui est la cortisone, c'est les anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc, on ne peut pas prendre en même temps. Donc, c'est de là où on doit dire que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ils doivent être pris avec précaution. Il y a beaucoup de cas d'hospitalisation qui euh, sont par rapport ou qui sont dus de une prise non saine des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ce soit exprès, comme quelqu'un qui essaie de se suicider, ou juste par une prise qui n'est pas guidée, qui n'est pas correcte. Donc ici, les effets secondaires, donc si on regarde les photos, on va comme avoir juste une idée des effets secondaires les plus importants. OK, donc là, les gastro-entéropathies, l'irritation gastrique, ulcère gastrique, tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec l'estomac, des accidents vasculaires cardiaques, une augmentation de la tension artérielle, une affection rénale, que ce soit une néphropathie ou une affection rénale aiguë, des maladies de foie, une anaphylaxie. Il y a des réactions allergiques. C'est assez commun de faire des réactions, que ce soit urticaire, anaphylaxie ou angio-œdème. Puis la réaction peut ne pas être tout de suite après l'ingestion. C'est sûr que l'anaphylaxie, c'est toujours après, directement après, mais les autres types d'allergies peuvent être plus lointains. Donc, ça peut prendre des semaines. On commence un anti-inflammatoire, puis après ça, on a un urticaire, puis on ne sait pas de quoi ça provient. Ils ont un effet aussi de bronchospasme. Donc, les personnes qui ont de l'asthme ne peuvent pas le prendre. Puis l'affection de l'agrégation plaquettaire, donc si on prend de l'aspirine régulièrement, puis on a une chirurgie, une intervention chirurgicale, on a besoin d'arrêter ça une semaine à l'avance. Une affection hématologique, donc ça affecte dans son fonctionnement, ça peut affecter les neutropines, une granulocytose, ça c'était plus euh, relié à l'endométracine, c'est un anti-inflammatoire qui n'est presque plus utilisé, mais donc ça affecte le fonctionnement des différentes cellules des globules blancs du sang. Et il y a des réactions cutanées sévères, ça c'est assez comme rare, mais c'est présent, comme on appelle ça les nécrolyses épidermiques ou le syndrome de Stevens-Jones. Les toxicités aiguës, est-ce qu'on peut avoir une toxicité aiguë? Oui, si on a une prise très importante ou si quelqu'un essaie d'injecter ça de façon pour se faire du mal, ben oui, il y a une toxicité aiguë. La toxicité aiguë pour les anti-inflammatoires, autre que l'aspirine, il y a une grande marge de manœuvre. Donc, c'est assez souvent où on voit vraiment une toxicité très importante qui a tous ces éléments-là, mais c'est présent. Puis, c'est des cas où il faut être hospitalisé, il faut faire du lavage de l'estomac, puis dépendamment de l'état, donc il y a une gestion des différents symptômes. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une hypothermie, une acidose, une insuffisance rénale aiguë avec tout ce que ça peut amener, une hypotension aiguë, une affection de l'orientation, une somnolence ou des convulsions. On peut avoir une agranulocytose ou une anémie aplastique. On peut avoir des saignements gastro-intestinaux et on peut avoir aussi une anaphylaxie. Ça, c'est pas
vraiment une toxicité, mais c'est un effet qui est très dangereux aussi. Pour l'aspirine, la marge de manœuvre est très proche entre la dose thérapeutique et la dose de toxicité. C'est pour cela qu'à présent, l'aspirine est seulement utilisée comme les mini-doses, comme anti-agrégants, mais ce n'est plus employé. C'est très rare qu'on voit l'aspirine utilisée comme médicament pour soulager la douleur. Dans le temps, ce l'était, mais pourquoi ce ne l'est plus? C'est parce que la marge de manœuvre entre la dose thérapeutique et la dose toxique n'est pas aussi grande que les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est quoi la toxicité? Si quelqu'un s'ingeste une grande dose, une tachypnie, du tintement, et ça, c'est un effet secondaire qui peut aussi être présent avec une grande dose d'anti-inflammatoire. Donc, il faut faire attention à ça. Nausées et vomissements, acidose, agitation, confusion, édème pulmonaire, des arythmies, hypovolémie, thrombocytomie et cytopénie et hépatite. Donc, tout ça, on peut voir si on s'ingeste de l'aspirine de façon importante. Euh, donc, quand est-ce que ces médicaments-là peuvent être utilisés? Donc, ils sont des analgésiques simples. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire ils ne sont pas reliés à une addiction. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre des non-stéroïdiens et qui va devenir addict de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des effets secondaires. Comme on a vu, ils ont beaucoup d'effets secondaires et il faut faire attention en les prenant. Donc, comme analgésique simple, soit pour des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës, euh, c'est toujours plus raisonnable de consulter. Mais disons que moi, j'ai une douleur pour laquelle j'ai déjà pris cette molécule-là. Est-ce que je peux la prendre? Oui, je peux la prendre. Et on va voir euh, aussi quand je peux la prendre et comment je peux la prendre. OK? Donc, antipyrétique, désolée, comme anti-rhumatismaux, comme anti-agrégants plaquettaires, puis ça, les deux derniers, ça va être prescrit par le médecin. Comme antipyrétique, il faut savoir que comme l'ibuprofène, l'Advil, tout ça, tous ces médicaments-là, ils vont travailler jusqu'à une température de 38,5. Si la fièvre est plus que 38,5, à ce moment-là, il faut vraiment faire des compressions froides et quand la fièvre va diminuer à 38,5, à ce moment-là, on peut prendre l'anti-inflammatoire non stéroïdien ou l'Advil ou même des Tylenol. Parce que plus que 38,5, ils ne fonctionnent pas, puis ils ont plus tendance à faire des effets secondaires parce qu'on est déjà déshydraté par la fièvre. Donc, c'est qui peut se permettre de prendre ces médicaments-là sans être suivi? C'est les personnes qui n'ont pas les grands problèmes de santé qu'on va mentionner. Donc, quelqu'un qui a de l'asthme, il ne peut pas se les prendre sans être suivi. Quelqu'un qui a déjà fait un AVC, des problèmes cardiaques, que ce soit une insuffisance cardiaque ou un historique d'infarctus. Quelqu'un qui a des problèmes de foie, des problèmes d'hydratation gastrique ou d'acidité, quelqu'un qui prend des médicaments pour la protection de l'estomac ne peut pas prendre ces anti-inflammatoires sans être suivi. L'hypertension, parce que les- premièrement, ça va nuire à l'hypertension, ça va augmenter l'hypertension, mais aussi ça fonctionne de façon qui contreverse le fonctionnement des anti-hypertenseurs. Les problèmes rénaux, bien sûr, si on a des problèmes de coagulation, si on a quelque chose de spécifique qui s'appelle Raynaud syndrome, mais à ce moment-là, c'est le médecin qui va vous le dire. Et les personnes âgées en général, on sait que les personnes âgées, ils sont
plus vulnérables au niveau de fonctionnement que ce soit du foie, des reins, tout ça. Donc, ils ne peuvent pas les prendre de façon prolongée sans supervision. Comment on prend les anti-inflammatoires? Donc, il faut faire attention, il faut respecter les recommandations spécifiques à chaque molécule. Donc, chaque molécule a sa dose, donc il faut la savoir et non pas juste comme se dire, bon, la tablette, elle est comme ça, donc je vais prendre une tablette ou je vais prendre deux tablettes. Il faut vraiment savoir de base comment est-ce qu'elle est prescrite. Et il faut toujours, si par exemple, je sais que mon médecin m'a dit, ben, quand tu as cette certaine douleur, tu peux prendre du naproxène. Il faut savoir que quand on attend que la douleur elle arrive à son maximum, l'effet des médicaments, puis ça s'applique à tous les antidouleurs, l'effet du médicament est beaucoup moins que si on la prend avant que la douleur atteigne son maximum. Donc, il faut toujours, comme on se connaît, chacun, surtout les personnes qui ont l'expérience avec la douleur, ben, ils comprennent leur corps, ils savent que la douleur est en train d'augmenter. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre. Il faut toujours prendre les anti-inflammatoires, tous les anti-inflammatoires avec un repas ou une collation. Et il faut toujours prendre la dose minimale qui soulage. Il ne faut pas comme se dire ben, je vais prendre une plus grande dose ou je vais prendre la dose maximale pour me soulager. Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'on va aller chercher les effets secondaires de cette façon. Il faut continuer les autres médicaments. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir s'il y a une interaction ou non. Puis, si on prend d'autres médicaments, il faut demander au médecin. Euh, et il ne faut pas attendre d'avoir les effets secondaires. Ça veut dire, si je sais que j'ai des problèmes de rein, je sais que je ne peux pas prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je peux le remplacer par de l'acétaminophène à ce moment-là. Euh, il faut arrêter les médicaments lorsque on peut les arrêter, lorsque la douleur est gérée. Il ne faut pas continuer pour une longue période. Il faut toujours les prendre pour une période spécifique et non pas continuer un mois avec des anti-inflammatoires sans être suivi. Toujours, ça, ce n'est pas conseillé du tout. Et en plus, si je prends un médicament ou un anti-inflammatoire pour une certaine douleur, puis que je n'ai pas d'amélioration, je n'ai pas intérêt à continuer parce que ça ne va pas changer. Ce n'est pas en augmentant ma dose que je vais avoir un effet meilleur. Donc, c'est quoi les autres anti-inflammatoires? Donc, il y a les anti-inflammatoires non sélectifs et les anti-inflammatoires non sélectifs. Les anti-inflammatoires sélectifs, on a dit qu'ils ont moins d'effets secondaires. Il y a d'autres anti-inflammatoires. C'est quoi les autres anti-inflammatoires? Il y a la cortisone, les antirhumatismaux, comme les méthotrexate, le sulfasalazine, des agents biologiques, tous ces médicaments-là, c'est des médicaments qui vont être prescrits par les médecins. Ce pas des médicaments qu'on peut se le prescrire ou qui sont sur les tables. D'autres analgésiques simples comme l'acétaminophène, on a déjà parlé de ça. Il y a les myorelaxants comme les méthocarbamol. Un exemple de nom que vous pouvez connaître, c'est le Flexcyril. Donc, ça, si on a un spasme musculaire, on a intérêt à prendre un relaxant musculaire, puis peut-être avec un analgésique simple. Il y a aussi les opioïdes qui sont faibles, comme la codéine, qui sont parfois mélangés avec des anti-inflammatoires. Il y a aussi les anti-inflammatoires qui sont naturels, puis ça peut faire un sujet d'une conférence. Donc, il y a beaucoup de produits comme le curcuma, le gingembre, l'eucalyptus, le menthol. Il y a ça, c'est des produits naturels. Il y a aussi l'oméga 3. Tous ces produits-là
ont un effet anti-inflammatoire. Puis, c'est en changeant vraiment la façon de vivre et de prendre des choses naturelles qui sont des anti-inflammatoires qui peuvent être utiles. Donc, on a déjà parlé de COX-2 sélectifs qui ont moins d'effets secondaires. Il y a eu un groupe de ces cyclooxygénases 2 ou de ces non-stéroïdes spécifiques ou sélectifs qui ont été retirés à un moment donné du marché parce qu'on les a reliés avec un risque d'infarctus, mais à présent, celui qui est sur le marché et qui n'est pas relié à ça, c'est le Celebrex. Donc, on va prendre un exemple. Je vais un petit peu parler d'un exemple d'une personne qui a de la douleur puis qui prend des anti-inflammatoires. C'est les anti-inflammatoires lui, lui ont été prescrites, OK? Donc, à 200 milligrammes, l'Advil, de comprimés au besoin de 3 fois par jour. Le matin, elle descend en hâte, elle a de la douleur, elle ne prend pas son petit déjeuner et elle prend, avant midi, elle a de la douleur, elle n'a pas faim, elle prend son médicament. Après-midi, le soir, elle rentre à la maison, elle a encore de la douleur, elle en prend encore 2. Donc, elle, dans sa tête, elle a suivi la prescription. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de faux? Que, donc, elle n'a pas mangé, elle a pris à ventre vide à plusieurs reprises, puis elle n'a pas été soulagée, elle a continué à prendre les médicaments. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, après 3 doses de 200 milligrammes fois 2, le soir, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la douleur dans le dos, mais aussi dans le ventre, un sentiment de malaise, nausées, vomissements. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? À ce moment-là, elle doit se présenter à l'hôpital parce qu'elle s'est fait du mal avec le médicament qu'elle a pris d'une façon qui n'est pas saine. Quand est-ce qu'il faut consulter? Donc, si on a une douleur abdominale, donc si notre douleur chronique est une douleur abdominale ou c'est une douleur abdominale de menstruation, qu'on connaît, on peut prendre des anti-inflammatoires. Mais une douleur abdominale aiguë qui est associé avec nausées, vomissements, on ne peut pas se permettre de prendre des anti-inflammatoires parce que ça ne va pas fonctionner. Puis il y a quelque chose d'aigu qu'il faut savoir c'est quoi. Aussi, si on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, puis qu'une douleur abdominale provient, apparaît, donc à ce moment-là, il faut consulter. Une difficulté respiratoire, des maux de tête, douleur rénale, un changement dans la routine des selles. Ça peut être un changement de couleur des selles, un manque de concentration, augmentation de douleur malgré la prise des anti-inflammatoires, augmentation de la fièvre malgré la prise des anti-inflammatoires. On a dit que ça fonctionne seulement à 38,5, donc plus que ça, il ne faut pas prendre des anti-inflammatoires, il faut vraiment faire des compressions froides, ou qu'un saignement devient non contrôlable après la prise d'anti-inflammatoires. Dans tous ces cas-là, il faut vraiment consulter. Donc, en faisant une conclusion, donc les anti-inflammatoires, ils sont disponibles. Il n'y a pas de risque de tolérance ou d'addiction, contrairement aux opiacés. Ils aident dans le contrôle de la douleur, mais ils représentent un grand risque pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des maladies chroniques autres que la douleur, donc comme on a expliqué. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont reliés à ces médicaments-là et il faut toujours consulter si on va les prendre de manière régulière.
OK? Aussi, c'est à savoir que ces médicaments-là, s'ils sont prescrits, les taxes ne sont pas calculées, donc ils sont moins dispendieux. Donc, c'est toujours avantageux de se les prescrire. Toutes ces explications-là, c'est vraiment, et cette présentation, le but, c'est qu'on comprenne euh, c'est quoi pourquoi il faut faire attention, comment les prendre, quand les prendre et pourquoi il faut faire attention.